Sous le tunnel effondré de la montagne, l'acier tordu et le béton avaient tout enseveli dans une obscurité étouffante. Une femme milliardaire vêtue d'un blazer rouge déchiré, la jambe broyée sous des poutres fracassées, murmura à travers des lèvres tremblantes « C'est ma fin ». Alors que les secouristes battaient en retraite, jugeant le site impossible à pénétrer, un père célibataire épuisé refusa d'accepter son sort. Gants en lambeaux, mains ensanglantées, et sa petite fille priante à l'extérieur, il creusa seul toute la nuit jusqu'à ce qu'un faible coup frappé enfin lui réponde à l'aube. Le tunnel de Harrington Ridge n'avait été inauguré que 3 semaines plus tôt. On l'avait salué comme un prodige de l'ingénierie moderne, une percée à travers les montagnes qui réduirait le temps de trajet de 40 minutes. Les communiqués de presse célébraient son innovation. Les politiciens posaient fièrement devant les rubans coupés. Le public l'avait oublié en quelques jours, comme le public le fait toujours, jusqu'à cette nuit où tout s'était éteint. Seraphina Harrington était assise à l'arrière de sa limousine ce jeudi soir-là, ses cheveux platines échappant à leurs chignons habituellement serrés, parcourant des rapports de sécurité sur sa tablette. Âgée de 34 ans, elle paraissait plus jeune sous certaines lumières, plus âgée sous d'autres, selon la dernière fois qu'elle avait dormi. Le blazer rouge qu'elle portait coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Sa société, Harrington Infrastructure, avait construit ce tunnel. Son nom figurait sur la plaque à l'entrée, en lettres de 60 cm de haut. Le rapport affiché sur son écran provenait d'Erin Matilda Brooks, ingénieure en structure dotée de 20 années d'expérience et réputée pour être difficile. Erin avait signalé des préoccupations concernant la qualité du béton. Elle avait demandé des périodes de tests prolongées. Elle avait employé des termes comme prématuré, inadvisable et risque substantiel. Seraphina avait lu ce rapport 2 fois avant de l'archiver. Son père, William Grayson, avait été clair au sujet des retards. Le conseil d'administration avait été clair sur les projections trimestrielles. Les actionnaires avaient été clairs sur leurs attentes. Un report de 3 mois aurait coûté des millions. Il aurait coûté sa réputation. Il aurait coûté ce que son père valorisait par-dessus tout. L'apparence d'un contrôle sans faille. Alors, elle avait signé l'approbation. Son assistante, Amanda Louisa Hayes, l'avait remise personnellement à l'entrepreneur. Le tunnel avait ouvert à la date prévue. Le cours de l'action était resté stable. Son père avait hoché la tête une fois à l'autre bout de la table du conseil, ce qui, venant de William Grayson, était aussi proche d'un compliment qu'on pouvait espérer. Maintenant, 3 semaines plus tard, elle traversait son œuvre dans un silence capitonné de cuir, essayant de se souvenir de la dernière fois où elle avait ressenti de la fierté pour quoi que ce soit. À un demi-mille derrière elle, Finn Doyle conduisait un vieux SUV dont le pare-choc arrière tenait grâce à du ruban adhésif. Il avait 36 ans, mais en paraissait plus, comme le font souvent les hommes de la classe ouvrière, usés par des postes qui ne paient jamais assez. Sa fille, Bonnie, dormait à l'arrière, âgée de 7 ans, ses cheveux bruns emmêlés, serrant contre sa poitrine une peluche en forme d'ours. Un petit carnet reposait près d'elle, couvert d'étoiles dessinées au crayon. À l'intérieur, en lettres soigneusement imprimées, elle avait noté ses vœux. Un nouveau vélo, un voyage à l'océan et, en bas de la liste, souligné 2 fois. Je souhaite que papa n'ait plus jamais à faire de travail dangereux. Finn avait été sauveteur minier autrefois. Il excellait dans ce domaine. Le genre d'excellence qui vous fait remarquer, promouvoir, envoyer là où les autres équipes refusent d'aller. Il avait travaillé avec un homme nommé George Dermott, qui racontait des blagues dans le noir et portait dans une pochette étanche les photos de ses enfants. Ils avaient été partenaires pendant 6 ans, puis était devenue la catastrophe de la mine Greystone. Le centre de commandement avait pris une décision. La structure était trop instable. Le risque était trop grand. Ils avaient ordonné aux équipes de secours de se retirer. George Dermott était encore vivant là-dessous. Finn le savait. Il l'entendait frapper. Mais les ordres étaient tombés. Les équipes s'étaient repliées et George était mort dans l'obscurité. Tandis que Finn restait à la surface, poings serrés et gorge enrouée à force de hurler, il avait démissionné 3 semaines plus tard. Il avait pris un emploi de mécanicien, puis divers petits boulots, tout ce qui le gardait au-dessus du sol et lui permettait d'aller chercher Bonnie à l'école. La paye était moindre, les heures plus longues,
Mais il dormait mieux la plupart des nuits, sauf quand les cauchemars revenaient. Il avait entendu parler du tunnel de Harrington Ridge par les conversations d'atelier. Les ouvriers murmuraient à propos de l'entrepreneur Corbin Dante, un homme connu pour rogner sur les coups et graisser les pattes. On parlait de délais précipités, d'inspections sautées. Mais c'était ainsi que fonctionnait le monde. Finn avait appris cela. Ceux qui prenaient les décisions siégeaient dans des bureaux climatisés, tandis que ceux qui en payaient le prix se tenaient dans la poussière. L'explosion survint sans avertissement. D'abord, un bruit semblable à du tonnerre emprisonné sous terre. Puis, les lumières s'éteignirent. Ensuite, le plafond céda par sections. Un effondrement progressif transforma le tunnel en tombeau. Des dalles de béton s'effondrèrent. Les poutres d'acier se tordirent en hurlant. La poussière envahit l'air si épaisse qu'elle étouffait la pensée elle-même. La limousine de Sarafina dérapa alors que le chauffeur freinait brutalement, puis encore plus fort. La voiture glissa de côté. Quelque chose de massif percuta le toit, l'enfonçant. Le métal crissa. Le verre vola en éclats. Le véhicule bascula. Sarafina tenta de se protéger, mais la physique se moque des intentions. Elle heurta la portière, puis le plafond, puis sentit un poids écrasant lui broyer la jambe gauche lorsqu'une poutre de béton transperça le toit et la coinça contre le siège. La douleur arriva par vagues. Elle essaya de bouger, mais n'y parvint pas. Elle tenta de respirer, mais ne goûta que du sang. L'écran de son téléphone s'était fissuré, mais brillait encore faiblement. Le chauffeur ne bougeait pas. Elle l'appela sans réponse. Dans l'obscurité, suffocant sous la poussière, sentant son cœur ralentir jusqu'à devenir quelque chose de lent et visqueux, Sarafina Harrington pensa à sa mère. Partie quand elle avait 12 ans parce que rester aurait signifié devenir invisible. Elle pensa à son père, qui avait bâti un empire mais oublié de bâtir une famille. Elle pensa à tous les rapports qu'elle avait ignorés, à tous les avertissements qu'elle avait archivés, à tous les petits compromis qui s'étaient accumulés jusqu'à ce moment précis. Ses lèvres remuèrent. Les mots sortirent dans un murmure. « C'est ma fin ». Le SUV de Finn se trouvait assez loin en arrière pour éviter l'effondrement initial. Il freina brusquement, mit le véhicule au point mort, se retourna sur son siège pour couvrir Bonnie de son corps, tandis que les débris pleuvaient autour d'eux. La poussière s'engouffra par les bouches d'aération. Bonnie se réveilla en hurlant. Finn la serra contre lui, murmurant les mots que les pères murmurent quand le monde s'effondre. Que tout irait bien, qu'il était là, qu'il serait en sécurité. Quand les secousses cessèrent, il fit un rapide bilan. Ils étaient vivants. La voiture était cabossée, mais fonctionnelle. Le tunnel devant eux était bloqué, celui derrière en grande partie dégagé. Ils pouvaient reculer, sortir Bonnie, partir avant qu'un nouvel effondrement ne survienne. Mais il entendit quelque chose. Un son qui pouvait être du métal se tassant ou autre chose. Il connaissait ce bruit. Il l'avait entendu à la mine Greystone. Dans les instants précédant l'ordre de laisser George Dermott, il regarda Bonnie. Ses yeux étaient grands, terrifiés, mais confiants. « On va s'en sortir, dit-il. Je vais te sortir d'ici. » Lorsque les équipes d'urgence arrivèrent, le chaos régnait à l'entrée du tunnel. Les véhicules encombraient la route. Des gens titubaient hors de la poussière, blessés, hébétés, criant le nom de leurs proches. Les sirènes des ambulances hurlaient, les pompiers aboyaient des ordres. Le lieutenant Archie Zane, vétéran de 20 ans avec des cheveux gris dans la barbe et l'épuisement dans le regard, tentait d'organiser l'intervention. Irene Matilda Brooks apparut à ses côtés, toujours coiffée de son casque de chantier après une inspection antérieure. Elle était venue directement sur place dès qu'elle avait appris la nouvelle, sachant avec une certitude malade ce qui s'était produit. Elle étudia maintenant la section effondrée avec l'œil d'une ingénieure comprenant les modes de rupture et la répartition des charges. L'intégrité est compromise sur toute la longueur, dit-elle, la voix plate, chargée d'une colère contenue. Toute tentative de creuser plus profondément risque un effondrement secondaire. Nous pourrions perdre davantage de vie. Archie hocha lentement la tête. Il avait déjà fait ses calculs. Tout sauveteur connaît cette équation. Combien de vies peut-on risquer pour en sauver combien? Où le courage devient-il du suicide? Finn porta Bonnie jusqu'au poste de triage. Un paramédic entraîné l'examina, la déclara indemne,
Hormis une légère inhalation de poussière et un état de choc, Finn la tint contre lui tandis qu'elle pleurait, la berçant comme il le faisait quand elle était bébé, à une époque où le monde était plus simple et où sa femme était encore en vie. Puis il entendit Archie Zane parler à son équipe. Les mots glacèrent son sang. « On ne peut pas aller plus loin, le risque est trop élevé. Il faut accepter que quiconque se trouve dans la section éloignée. » Archie ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Finn posa doucement Bonnie à terre. Il s'accroupit pour la regarder dans les yeux. « Reste ici avec les secouristes, d'accord? Ne bouge pas. »« Où vas-tu? » demanda-t-elle. Il ne répondit pas, ne put pas répondre, car la réponse était qu'il retournait dans l'obscurité. Dans l'endroit où le système avait décidé que certaines vies ne valaient pas qu'on en risque d'autres pour les sauver. La petite main de Bonnie agrippa sa manche. Elle leva vers lui un regard trop vieux pour son âge, trop lucide. « Papa, si j'étais là-dedans, est-ce qu'il m'aurait laissé? » La question le frappa comme un coup physique. Il la serra contre lui, embrassa le sommet de son crâne. « Non, mon cœur, jamais. » Alors n'abandonne pas les gens qui sont encore à l'intérieur. Elle sortit son carnet de sa poche, l'ouvrit à la dernière page. « Tu peux barrer celui-ci après, » dit-elle en désignant la ligne sur le travail dangereux. « Mais d'abord, tu dois faire ce que tu sais faire. C'est ce que maman aurait dit. » Finn se releva. Bonnie s'assit près de l'ambulance, joignit ses petites mains et se mit à prier. Finn passa les barrages pendant que personne ne regardait, ramassa un casque de sécurité abandonné, trouva un pied de biche parmi les débris. Il n'avait aucune autorité officielle, aucune permission légale, aucune équipe de secours. Seulement le souvenir de George Dermott mourant seul et ce bruit de frappe qui pouvait n'être rien ou tout. Le tunnel l'engloutit. L'obscurité se referma comme un point. Il alluma une lampe de poche dont la batterie agonisait et avança. Il lisait la structure comme il l'avait appris des années plus tôt. Des fissures en toile d'araignée couvraient les murs. Des sections du plafond pendaient à des angles impossibles. Il marqua mentalement les zones dangereuses, planifia son itinéraire, avança avec la prudence méthodique de celui qui sait que la précipitation tue aussi sûrement qu'un effondrement. 20 minutes plus tard, il l'entendit. Un léger martèlement métallique, irrégulier, faible. Quelqu'un frappait. Quelqu'un était vivant. Il suivit le son à travers des armatures tordues et du béton pulvérisé, rampant dans des espaces si étroits qu'il devait se contorsionner. Le martèlement devint plus fort. Puis il entendit une toux, puis une voix, rauque, à peine humaine. « Il y a quelqu'un. »« Je suis là !» cria Finn. « Continue à faire du bruit. J'arrive. » La voix qui répondit était féminine, cultivée, désespérée. « S'il vous plaît, je ne sens plus ma jambe. Je ne... » Une quinte de toux la coupa. Finn glissa le pied de biche dans un interstice entre deux dalles de béton et se mit à travailler. Ses gants se déchirèrent en quelques minutes. Ses mains commencèrent à saigner. Il continua. « Parlez-moi, cria-t-il. Restez éveillé. Comment vous appelez-vous? » Silence. Puis, « Sarafina. »« D'accord, Sarafina. Je suis Finn. Je vais vous sortir d'ici. Que faites-vous dans la vie? » Une autre pause. Quand elle parla de nouveau, sa voix portait quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Je suis celle qui a signé l'ouverture de ce tunnel. » La main de Finn s'immobilisa. Il resta debout dans l'obscurité, assimilant l'information. « Vous êtes Harrington? La PDG? » « Oui, il aurait pu partir. Aurait dû partir. Peut-être qu'elle était la raison de tout cela. Sa société, son approbation, sa marge bénéficiaire placée au-dessus des marges de sécurité. George Dermott était mort parce que des gens comme elle rendaient des gens comme lui interchangeables. Mais George racontait aussi des blagues dans le noir, portait les photos de ses enfants, était humain, imparfait et digne d'être sauvé. Et la femme de l'autre côté des décombres l'était aussi, quel que soit le nom qu'elle portait. « Je vais quand même vous sortir d'ici, dit Finn. On discutera de ma colère envers vous plus tard. » Il entendit quelque chose qui aurait pu être un rire ou un sanglot. « Ça me semble juste. » Ils parlèrent durant les longues heures qui suivirent. Sarafina lui parla de son père, William Grayson, un homme qui mesurait la valeur en rapport trimestriel et traitait l'amour comme un signe de faiblesse. Elle lui parla de la pression de performer, de prouver qu'elle n'était pas seulement la fille, pas seulement un nom, pas seulement une héritière jouant aux affaires.
Finn lui parla de Bonnie, de sa femme morte d'un cancer 3 ans plus tôt, de son choix de prendre un emploi d'entretien parce qu'être père célibataire signifiait choisir la stabilité plutôt que l'appel du devoir. Il lui parla de George Dermott, des ordres donnés, du son d'un homme bon mourant tandis que le protocole maintenait tout le monde à distance. « J'ai mis de côté les avertissements », murmura Serafina à un moment. Irene Brooks me l'a dit. Amanda a essayé de les signaler. Je savais que le béton était de mauvaise qualité. Je savais que Corbin Dante prenait des raccourcis. Mais mon père disait que les retards étaient inacceptables. Et moi, j'avais tellement peur de le décevoir que j'ai mis en danger tout le monde. Finn ne répondit pas immédiatement. Il soulevait une autre dalle de béton, ses muscles hurlant de douleur. Enfin, haletant, il dit « Au moins, vous le reconnaissez maintenant. La plupart des gens à votre place ne l'admettent jamais, même à eux-mêmes. » Une petite secousse ébranla le tunnel. De la poussière tomba. Une fissure s'élargit au-dessus d'eux. Finn resta figé, attendant de voir si la structure tiendrait. Elle tint. À peine. « Vous devriez partir, dit Serafina. Vous avez une fille. Si ça s'effondre, nous mourrons tous les deux. » Et j'aurais essayé. Finn reprit son travail. Je n'abandonne personne. Plus jamais. À l'aube, son pied de biche transperça l'espace vide. Il dirigea sa lampe de poche à travers l'ouverture et la vit. Une femme plus jeune qu'il ne l'imaginait, couverte de poussière et de sang, son blazer rouge déchiré et sale, une jambe coincée sous du métal tordu. Leurs regards se croisèrent parmi les décombres, et quelque chose passa entre eux. Un mot n'existait pas pour le nommer. Peut-être la reconnaissance de voir un autre être humain, vraiment, sans les barrières de la classe, du rôle ou des circonstances. « Vous êtes vraiment revenu, murmura-t-elle. Quelqu'un devait le faire. » Il élargit l'ouverture, rampa à l'intérieur, évalua la situation. La poutre écrasant sa jambe était massive. Il aurait besoin de levier. Il cala une poutrelle contre les débris, positionna son pied de biche et entreprit le lent, terrible travail de soulever suffisamment de poids pour la libérer. Un morceau de béton tomba, frappant son épaule. La douleur explosa le long de son bras. Il ne s'arrêta pas. Serafina se mit à pleurer. Pas de douleur, bien qu'il y en eût, mais de quelque chose d'autre, accumulé depuis des semaines, des mois, des années. « Je ne mérite pas ça, dit-elle. Je ne mérite pas que vous risquiez. Personne ne mérite d'être enterré vivant, » coupa Finn entre ses dents serrées. « Ni vous, ni les ouvriers que vous employez, ni les gens qui ont fait confiance à votre tunnel. C'est justement tout le problème. » Il libéra sa jambe, elle hurla. Il la rattrapa alors qu'elle s'effondrait en avant, la soutint, la traîna à moitié vers le passage étroit qu'il avait creusé. Derrière eux, la structure gémit. Ils avancèrent par étapes à travers le tunnel en ruine. Serafina perdit connaissance 2 fois à cause de la douleur et de la perte de sang. Chaque fois, Finn s'arrêtait, la secouait pour la réveiller, la forçait à lui raconter quelque chose sur elle pour rester consciente. Elle parla de sa mère qui était partie, d'avoir appris à geler son cœur pour survivre dans le monde de son père, du moment dans la voiture où elle avait réalisé qu'elle avait construit une vie qu'elle ne voulait pas et qu'il était peut-être trop tard pour changer. Finn lui parla de la première fois où Bonnie avait dit « Je t'aime, papa » après la mort de sa mère, des histoires du soir racontées avec des voix qui la faisaient rire, d'être si fatigué certains soirs qu'il s'endormait dans son petit lit et de se réveiller en sentant sa petite main sur sa joue. Ils atteignirent une section complètement obstruée, sauf une ouverture près du plafond. Finn entendit des voix de l'autre côté. L'équipe de secours était revenue, la structure s'étant stabilisée. Il attrapa une barre d'armature et frappa contre le béton, selon le rythme que tout sauveteur reconnaîtrait. 3 coups lents, 3 rapides, 3 lents. SOS. Une mèche de perceuse transperça la paroi. La lumière inonda l'espace, grise, faible, mais magnifique. Des mains se tendirent. Des voix lancèrent des encouragements. Le lieutenant Archie Zane en personne aida à extraire Serafina, puis tendit la main vers Finn. Ils émergèrent à l'aube. Le ciel était couvert, mais après la tombe du tunnel, cela ressemblait au paradis. Bonnie fendit la foule des secouristes et se jeta contre les jambes de Finn en sanglotant. Il la souleva de son bras valide, la serra contre sa poitrine, sentit son cœur battre contre le sien. Serafina gisait sur une civière, la jambe immobilisée, les yeux clos.
Puis elle les ouvrit et vit Finn tenant sa fille. Quelque chose dans son expression changea, s'adoucit, se brisa. Elle tendit la main. Bonnie, toujours dans les bras de son père, la prit. « Merci », murmura Serafina. Finn hocha la tête. « Essayez d'en valoir la peine. » La frénésie médiatique commença dans les heures qui suivirent. Une journaliste locale, Helen Ferrackley, diffusait en direct les opérations de secours quand Finn était sorti. La vidéo se répandit sur toutes les chaînes, un homme de la classe ouvrière, couvert de sang et de poussière, tenant sa fille tandis que les secouristes se précipitaient vers la femme qu'il avait sauvée. Au départ, l'identité de la rescapée resta inconnue. Les médias l'appelaient la survivante, la victime piégée. Des spéculations circulaient sur son identité. Finn reçut des soins pour son épaule blessée, se fit bander les mains lacérées, refusa les interviews. Serafina se réveilla à l'hôpital et trouva son père assis à son chevet. William Grayson était exactement comme toujours, impeccablement coiffé, vêtu d'un costume coûteux, émotionnellement distant. « Dieu merci, tu es vivante », dit-il, comme s'il commentait une transaction boursière réussie. Nos avocats préparent un communiqué. On appellera ça un acte de Dieu. L'entrepreneur portera le chapeau. Tu devras te taire sur tout ce qui... Non, l'interrompit Serafina. Sa voix était rauque à cause de la poussière et des cris, mais ferme. William fronça les sourcils. Pardon? Non, je ne me tairai pas. Je ne vais pas rejeter la faute sur Dieu, sur la malchance ou uniquement sur l'entrepreneur. Je vais dire la vérité. Le visage de son père ne changea pas, mais sa voix baissa au ton qui avait fait trembler des administrateurs pendant 30 ans. Tu détruiras l'entreprise, ta carrière, tout ce que j'ai construit. Tout ce que vous avez construit détruisait déjà des gens, répliqua Serafina en le fixant droit dans les yeux. J'ai failli mourir sous le poids de votre empire, papa. Si j'ai une deuxième chance, je ne la gaspillerai pas à protéger votre héritage. Elle organisa une conférence de presse le lendemain matin contre la vie médicale. En robe d'hôpital et en fauteuil roulant, sans maquillage ni script, elle fit face à une salle bondée de caméras. Les journalistes hurlaient des questions. Serafina leva la main pour demander le silence. « La personne secourue du tunnel hier, dit-elle calmement, c'était moi. Je suis Serafina Harrington, PDG de Harrington Infrastructure, et j'ai quelque chose à dire. » Elle regarda directement la caméra. « L'homme qui a sauvé ma vie s'appelle Finn Doyle. C'est un père célibataire. Il n'est plus sauveteur professionnel. Il croyait se faire professionnel, mais il l'était. Jusqu'à ce que le système échoue à quelqu'un qui lui tenait à cœur. Hier, quand ce même système a décidé que je n'étais pas digne du risque, il est venu quand même. Il a creusé à main nue jusqu'à ce qu'elle saigne. Il n'a pas seulement sauvé ma vie, il a sauvé la part de conscience que j'avais enterrée sous le béton et les compromis. » Sa voix se brisa, elle la maîtrisa. « Je veux que M. Doyle et sa fille sachent ceci. J'écoute maintenant les avertissements que j'ai ignorés, les gens que j'ai traités comme interchangeables. J'écoute et je vais faire mieux. C'est tout. » La réaction fut immédiate et écrasante. L'histoire devint virale. L'opinion publique se divisa nettement. Certains y voyaient une rédemption. D'autres, une manœuvre calculée de relations publiques. William Grayson apparut sur les chaînes financières, lisse et rassurant, promettant des enquêtes tout en éloignant soigneusement Harrington Infrastructure de tout blâme direct. Mais Amanda Louisa Hayes, l'ancienne assistante de Serafina, avait conservé des copies de tous les courriels, de tous les avertissements d'Irene Brooks, de toutes les préoccupations qu'elle avait soulevées et que Serafina avait écartées. Amanda avait regardé la conférence de presse et avait fait un choix. Elle appela Finn Doyle. Ils se rencontrèrent dans un diner 2 jours plus tard. Amanda fit glisser un dossier sur la table, les mains tremblantes. « Voilà tout, dit-elle. Les avertissements, les approbations précipitées, la pression exercée par William Grayson. Et ceci, elle tapota une section surlignée, est la preuve que Corbin Dante versait des pots de vin, utilisait des matériaux de mauvaise qualité et que plusieurs personnes, y compris Serafina, en avaient une connaissance. Finn lut les documents, le visage de plus en plus sombre. « Pourquoi me donnez-vous ça? » « Parce que vous avez risqué votre vie pour la sauver. Elle vous doit plus que de la gratitude. Elle vous doit de la vérité. » Ce soir-là, une voiture noire s'arrêta devant l'appartement de Finn. 2 hommes en costume coûteux en descendirent.
Ils ne se présentèrent pas directement, mais laissèrent entendre qu'ils travaillaient pour des intérêts liés à Corbin Dante. Ils offrirent à Finn une enveloppe épaisse, 50 000 $, dirent-ils, et plus si nécessaire. Tout ce qu'il devait faire, c'était faire une déclaration publique. L'effondrement était imprévisible. Un tragique accident. Personne n'était en faute. « Votre fille est magnifique », dit l'un d'eux en jetant un coup d'œil à la fenêtre où Bonnie jouait à l'intérieur. « Vous voulez la protéger, non? Lui offrir une belle vie? Cet argent pourrait y contribuer. » Ou, il ne termina pas, il n'en avait pas besoin. Ils laissèrent dans l'enveloppe sur le capot de la voiture de Finn et s'en allèrent. Finn resta dans le parking, fixant l'argent. 50 000 $ qui auraient permis les bacs dentaires de Bonnie, la réparation définitive de la voiture, de ne plus faire de double shift en la laissant chez des voisins qui facturaient à l'heure. Il prit l'enveloppe, en sentit le poids. Puis il monta dans sa voiture et se rendit à l'hôpital. Sarafina était seule quand il arriva. Son père était parti. Son frère Léon gérait les médias. Elle leva les yeux quand Finn entra, et quelque chose dans son visage passa de l'espoir à la peur en voyant son expression. « Ils sont venus vous voir, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Finn jeta l'enveloppe sur le plateau de sa table d'hôpital. 50 000 $ pour me taire. Ils ont aussi menacé ma fille. Sarafina ferma les yeux. Corbin Dante essaie d'enterrer tout ça avant le procès. Allez-vous l'aider? Non. Je vous ai dit que je dirais la vérité. L'avez-vous fait? La voix de Finn était dure. Parce qu'Amanda m'a montré des courriels. Vous n'avez pas seulement ignoré les avertissements. Vous avez activement pressé pour respecter le calendrier. Vous saviez que Dante prenait des raccourcis et vous l'avez laissé faire parce que votre père disait que les retards étaient inacceptables. Des gens sont morts parce que vous aviez plus peur de décevoir William Grayson que de tuer des inconnus. Sarafina tressaillit comme si on l'avait frappé. Vous avez raison. Alors voilà ma question. Finn s'appuya contre le mur, les bras croisés. Dans ce tunnel, quand vous pensiez mourir, vous avez promis de dire la vérité. Étiez-vous sérieuse ou aviez-vous simplement peur? J'étais sérieuse. Alors prouvez-le, parce que je peux prendre cet argent, protéger ma fille et faire comme si vous n'étiez pas celle que je sais que vous êtes. Ou je peux refuser et témoigner de ce que j'ai vu dans ces documents au risque de tout perdre. Mais je ne ferai pas le choix difficile pendant que vous faites le choix facile. Je ne me battrai pas pour la responsabilité pendant que vous vous cachez derrière des avocats et des communiqués. Sa voix baissa. Vous m'avez dit dans ce tunnel que vous aviez réalisé avoir construit une vie que vous ne vouliez pas. Maintenant que vous êtes vivante, qu'allez-vous construire à la place? Sarafina le regarda longuement. Puis elle prit son téléphone et passa un appel. Léon, appelle mes avocats. Dis-leur que je n'utilise pas le texte approuvé par papa. Je vais témoigner pleinement sur tout. Elle raccrocha, croisa le regard de Finn. J'étais prête à mourir sous ce béton. Si je dois vivre, ce ne sera pas en lâche. L'audience publique eut lieu 3 semaines plus tard. La salle était comble. Journalistes, victimes, familles, représentants de l'industrie, avocats en costume plus cher que la voiture de la plupart des gens. William Grayson était assis au premier rang, le visage crispé par une fureur contenue. L'équipe juridique de Corbin Dante avait préparé une défense accusant une panne d'équipement et des conditions géologiques imprévisibles. Ils avaient des experts prêts à témoigner, des documents prouvant que Dante avait respecté les normes industrielles. Ils étaient prêts à s'en tirer avec une amende et une simple tape sur les doigts. Puis Sarafina Harrington prit la parole. Elle portait un tailleur gris sobre, sans bijoux, les jambes encore dans une attelle. Son avocat lui avait préparé une déclaration assumant une responsabilité minimale tout en protégeant les intérêts de l'entreprise. Sarafina prit la feuille, la regarda et la posa de côté. « Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé, » dit-elle. Sa voix ne tremblait pas. « Je m'appelle Sarafina Harrington. J'étais la PDG de Harrington Infrastructure. J'ai approuvé l'ouverture du tunnel malgré les avertissements clairs de notre ingénieur en chef, Irene Matilda Brooks, concernant le béton insuffisamment testé et les substitutions de matériaux effectuées par l'entrepreneur, Corbin Dante. William Grayson se leva. Sarafina ne... Asseyez-vous, papa. Elle ne le regarda pas. J'ai ignoré ces avertissements parce que j'avais peur des retards,
Peur de vous décevoir, peur de paraître faible devant le conseil. J'ai mis notre calendrier au-dessus de la sécurité des gens, et des gens sont morts à cause de cela. La salle s'agita. Les avocats chuchotaient frénétiquement. Le visage de William Grayson devint écarlate. Les journalistes griffonnaient des notes. Le juge réclama le calme. Sarafina poursuivit. « Je ne vous dis pas cela parce que mes avocats me l'ont conseillé. Je vous le dis parce qu'un homme nommé Finn Doyle a passé 12 heures à creuser à main nue dans les décombres pour sauver ma vie après que le système m'eût abandonné. Il l'a fait en sachant qui j'étais, en sachant que les choix de ma société avaient mis en danger lui et sa fille. Il m'a demandé si j'en valais la peine. Je n'avais pas de réponse à ce moment-là. Mais j'en ai une maintenant. Je vais essayer de le mériter. » Finn témoigna ensuite. Il présenta les courriels qu'Amanda lui avait remis. Il expliqua les avertissements ignorés. Il décrivit ce qu'il avait vu dans le tunnel. Le béton de mauvaise qualité, le ferraillage insuffisant, les raccourcis qui auraient dû sauter aux yeux de tout inspecteur qualifié. Les avocats de Corbin Dante tentaient de le discréditer, de le peindre comme un ouvrier aigri ayant une dent contre les gens réussis. Mais la trace papier était claire. Les avertissements étaient documentés. La vérité était indéniable. Le verdict tomba 6 semaines plus tard. Corbin Dante fut condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude, corruption et homicide par négligence. Son entreprise fut dissoute. Harrington Infrastructure subit d'énormes pénalités civiles. Sarafina démissionna de son poste de PDG et renonça à son siège au conseil. William Grayson tenta de sauver son empire, mais la fille qu'il avait élevée pour protéger son héritage avait choisi autre chose. L'entreprise survécut, restructurée sous une nouvelle direction, mais la réputation de William ne s'en remit jamais. Sarafina utilisa ce qui restait de sa fortune personnelle pour créer le fonds commémoratif George Dermott, du nom du sauveteur minier mort parce que le système avait jugé qu'il n'en valait pas le risque. Le fonds apportait un soutien aux victimes d'accidents industriels et militait pour des réglementations de sécurité plus strictes. 6 mois après l'effondrement, par une matinée grise d'automne, 4 personnes se tenaient devant un site commémoratif près de l'entrée scellée du tunnel de Harrington Ridge. Le tunnel ne rouvrirait jamais. Une nouvelle route était en construction, avec une supervision et des tests appropriés, même si cela prenait 3 ans au lieu de 3 mois. Finn Doyle tenait la main de Bonnie. Son épaule avait guéri, bien qu'elle le fasse encore souffrir par temps froid. Ses mains portaient des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais. Il avait témoigné lors de 7 audiences et dépositions différentes. Cela avait été épuisant. Mais quand Bonnie le regardait maintenant, elle voyait quelqu'un dont elle pouvait être fière. Sarafina se tenait à leur côté, s'appuyant sur une canne, son frère Léon à ses côtés. Elle paraissait plus âgée qu'elle ne l'était 6 mois plus tôt, de cette manière particulière qui vient de porter un poids longtemps invisible. Elle avait perdu son entreprise, l'approbation de son père, la plupart de ses anciens amis. Mais elle dormait mieux désormais. Bonnie sortit son carnet de vœux. Elle en avait rayé plusieurs. Son père avait trouvé un emploi plus stable avec de meilleures heures, en partie grâce à des contrats de consultation avec des entreprises de sécurité attirées par son expertise. Elle avait écrit de nouveaux vœux. Et en bas, en lettres soigneuses, elle avait ajouté « Je souhaite que Mademoiselle Sarafina sourie plus et ne pleure plus à cause du travail. » Elle déchira la page et la tendit à Sarafina. Sarafina la lut. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle s'agenouilla, attentive à sa jambe, et serra Bonnie dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. J'essaierai. » Ils déposèrent ensemble des fleurs au mémorial. Pour les 6 personnes mortes dans l'effondrement, pour George Dermott, mort des années plus tôt, pour tous les travailleurs invisibles dont les vies avaient été échangées contre des marges bénéficiaires et des indicateurs d'efficacité. Le vent se leva, portant l'odeur des pins et de la pluie. Finn regarda Sarafina. « Ça va? »« Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « J'ai tout perdu. »« Pas tout. » Il hocha la tête vers Bonnie qui montrait à Léon un insecte qu'elle venait de trouver. « Vous avez trouvé quelque chose, vous aussi? » Sarafina sourit. C'était petit, hésitant, sincère. « Oui, je suppose que oui. » Ils restèrent là ensemble. 4 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, désormais liées par le désastre, le choix et l'étrange alchimie des deuxièmes chances. La plaque commémorative derrière eux portait cette inscription.
À la mémoire de ceux qui ont disparu, en engagement envers ceux qui demeurent, puissions-nous construire mieux. La caméra de cette histoire s'éloigna, comme le font les caméras à la fin, montrant 4 petites silhouettes debout devant une montagne qui ne portait plus de tunnel en son cœur. Le passage effondré resta scellé. Une cicatrice, un rappel. Mais de l'autre côté de la montagne, les équipes de construction œuvraient sur une nouvelle route. Celle-ci prenait plus de temps, coûtait plus cher, exigeait de la patience. Mais elle était bâtie sur du roc et non sur des compromis. Et lorsqu'elle ouvrit, des années plus tard, elle tint bon.